Il est 17 heures, on va pouvoir commencer. Bonjour, je suis le docteur Hilary Minka, je suis une des chefs de clinique des urgences de Lariboisière. On va ouvrir un staff sur la prise en charge du paludisme grave. C'est le docteur Océane Minka des urgences de Bichat qui va commencer, puis le docteur Thomas Lefebvre de la réanimation médicale et enfin le docteur Victoria Manda de l'infectiologie de Lariboisière. Donc, je vais donner la parole au docteur Océane Minka pour nous parler des facteurs de risque et de la présentation clinique d'un paludisme grave. Bonjour à tous, je suis le docteur Minka Océane, je suis CCA au SAU de Bichat et de Beaujon. Je vais vous entretenir sur les facteurs de risque et la présentation clinique d'un paludisme grave. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter un cas que j'ai pris en charge aux urgences de Bichat. J'avais reçu sur ma garde Madame Z de 65 ans qui a consulté aux urgences pour fièvre au retour d'un séjour de 3 semaines au Congo. Cette patiente avait comme antécédent un VIH, une hypertension artérielle, un diabète, une dyslipidémie. Elle n'avait aucune allergie connue. Elle a un traitement au long cours par Truvada pour son VIH, amlodipine 10 mg par jour pour sa tension artérielle, metformine pour son diabète et atorvastatine pour sa dyslipidémie. C'est une patiente qui vivait en France depuis plusieurs années avec sa fille et qui n'était pas vaccinée contre le Covid. Cette patiente est partie passer un séjour de 3 mois au Congo. Avant de partir à ce séjour, elle n'a pas pris de prophylaxie, elle n'avait pas pris de prophylaxie antipalustre. C'est le jour de son retour en France qu'elle a consulté aux urgences. Les symptômes associés à sa fièvre, c'était des frissons, des céphalées, de la confusion, de l'ictère, des nausées, des vomissements et une importante altération de l'état général. Ces symptômes ont débuté 5 jours avant son départ du Congo. Et il faudrait également rajouter qu'elle a eu une rupture de son traitement au long cours durant son séjour. C'est les traitements au long cours qu'elle prend habituellement. Et malgré les symptômes qu'elle a commencé à présenter là-bas, elle n'a pas consulté dans un centre de soins. À l'arrivée aux urgences, les constantes vitales de cette patiente sont elle est fébrile à 39,5, tachycarde à 110, hypotendue à 75-50 mm de mercure avec une PAM à 55, fréquence respiratoire correcte, saturation à 98% en air ambiant, d'espace 6,4. Très vite, ces patientes, son état clinique est assez grave sur le plan l'examen hémodynamique, a retrouvé des marbrures des genoux avec des extrémités froides, des cyanoses, avec un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes. Sur le plan neuro, c'est une patiente qui était Glasgow 14, surtout sur la confusion et l'agitation. Il n'y avait pas de raideur méningée, pas de purpura, pas de convulsion, pas de signes focaux. Sur le plan respiratoire, elle était stable. Il n'y avait pas de signes de détresse respiratoire, ni d'auscultation. L'auscultation, on ne trouvait pas de bruit surajouté. Sur le plan digestif, il y avait surtout un ictère cutanéo-muqueux. Il n'y avait pas de saignement extériorisé. Je prends en charge cette patiente. Après l'examen, je lance une prise en charge diagnostique, bilan complémentaire, bilan biologique standard, ECG, gaz du sang, lactate, un bilan infectieux complet avec frottis sanguin, goutte épaisse, forcément fièvre au retour d'une zone d'endémie. Doit faire éliminer paludisme, doit faire penser un paludisme jusqu'à preuve du contraire. On a prélevé des hémocultures, une BUE-CBU, une PCR Covid. Compte tenu du fait qu'elle avait arrêté sa trithérapie antirétrovirale au Congo, on a fait prélever un taux de CD4 et de charge virale, une radiographie thoracique dans ce contexte quand même de fièvre et de patientes immunodéprimées.
un scanner cérébral sans injection de produits de contraste iodé dans ce contexte de confusion fébrile, même si dans son cas, on est certain que c'est une confusion, qu'il y a une hypoperfusion cérébrale induite par son infection. Et le premier traitement qu'on lance dans un premier temps, c'est un remplissage vasculaire avec sonde urinaire pour monitorer la diurèse, un traitement symptomatique IV. Les premiers résultats des analyses ont retrouvé un syndrome inflammatoire biologique avec des blancs à 19 000, une anémie à 8 grammes, une thrombopénie à 36 000 plaquettes, une hypercalémie à 6,5 avec une insuffisance rénale aiguë, avec une urée à 24, une créate à 350. Et on retrouvait également une cytolyse, une cholestase et une bilirubine totale qui était à 54 micromoles par litre. Le gaz du sang retrouvait une acidose métabolique avec hyperlactatémie, avec un pH à 7,30, des bicarb à 13, des lactates à 5. À l'ECG, il n'y avait pas de retentissement électrique de son hypercalémie. Le frottis sanguin goutte épaisse est revenu positif au plasmodium falciparum avec une parasitémie estimée à 6%. La bandelette urinaire était négative, la PCR Covid est revenue négative, les hémocultures étaient en cours, radiographie thoracique et scanner cérébral sont revenus normaux et pour le taux de CD4 de charge virale était bien évidemment en cours. Quel diagnostic nous en avons fait? Forcément, c'est un accès palustre grave à plasmodium falciparum avec une défaillance hémodynamique, une défaillance neurologique, une défaillance rénale. Et le traitement que nous avons introduit dans ce contexte, c'était le traitement de l'accès palustre grave, du neuropaludisme, téginate en intraveineux à 2,4 mg kg en intraveineux. On a traité son hypercalémie avec de l'insuline glucose, du calisalate, du bicarbonate de sodium, avec en idée que si ça ne passait pas malgré un traitement médical, compte tenu de l'insuffisance rénale, il faudrait peut-être discuter une épuration extra-rénale et cette patiente avait tous les critères pour passer en réanimation. Quels sont les facteurs de risque de paludisme grave chez cette patiente? C'est l'âge avancé, c'est également les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension, la dyslipidémie, l'absence d'immunité préalable. Cette patiente vivait ici et donc elle n'était plus forcément immunisée contre le paludisme. Également l'immunodépression ou VIH, de facteurs de risque importants de paludisme grave, sans oublier le retard à la consultation. Cette patiente présentait des symptômes depuis près de 5 jours, elle n'avait pas consulté et forcément ça a entraîné un retard dans la prise en charge. Et aussi l'absence de prise d'une chimioprophylaxie antipalus. Pourquoi? Parce que les études retrouvent clairement qu'une chimioprophylaxie prise même incomplète diminue le risque de faire une forme grave de paludisme et dans son cas, il n'y avait aucune chimioprophylaxie qui avait été prise. Les signes cliniques de gravité de cette patiente, on en a déjà un peu parlé, mais mes collègues vont beaucoup plus revenir dessus. C'est juste que par rapport à ce cas, défaillance neurologique sur la confusion, défaillance hémodynamique avec l'hypotension à moins de 80 et des signes d'hypoperfusion périphérique, l'ictère clinique, la bilirubine totale qui était à 54, dont à plus de 50 micromoles par litre, la défaillance rénale avec l'insuffisance rénale aiguë, une créatinémie à plus de 265, un urée à plus de 20, défaillance métabolique, une acidose métabolique avec une hyperlactatémie, pH à moins de 7,35, des bicarb à moins de 15 et lactate à plus de 2 et une parasitémie à 6%, dont à plus de 4%. Faisons un peu d'épidémiologie du paludisme. Le paludisme, c'est une maladie transmise par un anophèle infecté, une incubation d'une semaine entre la piqûre et l'apparition des signes cliniques. Selon l'OMS, cette maladie a touché environ 229 millions de personnes dans le monde. En 2019, causé 409 000 décès. En 2019 également, on a 94% des cas de paludisme et des décès imputables à cette maladie se sont produits en Afrique subsaharienne. En France, on compte à peu près 5 500 cas de paludisme d'importation chaque année, sachant qu'avec les années de Covid 2020, 2021, vu qu'avec les confinements nationaux, ce chiffre a été revu à la baisse, on tourne à peu près autour de 1000 cas de paludisme importé.
La principale espèce responsable du paludisme grave, c'est le Plasmodium falciparum. C'est celui qui est retrouvé dans 90% des cas. C'est l'espèce la plus pathogène, celle qui est vraiment responsable de cas mortels. Et en termes de décès en France, on estime à peu près... Allô? Allô? En termes de décès, les décès sont estimés à peu près entre 10 et 20 décès par an en France. Voici une étude suédoise. Une étude observationnelle nationale rétrospective qui a analysé sur 2 décennies, sur 20 ans, tous les dossiers médicaux des patients atteints de paludisme à Plasmodium falciparum et non à Plasmodium falciparum. Et le but de cette étude, c'était de regarder quels étaient les facteurs de risque de paludisme grave, notamment à Plasmodium falciparum. Ils ont regardé à peu près 2700 dossiers médicaux. Il en ressort que l'âge est un facteur de risque important. On le voit là, moins de 5 ans, ou encore les patients de plus de 40 ans, ils avaient plus de risques de faire une forme grave de paludisme à Plasmodium falciparum. Le fait de vivre dans un pays non endémique multipliait par 2 le risque de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Le fait de ne prendre aucune chimioprophylaxie ici multipliait par 2 significativement par 2 le risque de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Pour les patients originaires de pays d'endémie et qui vivaient dans des zones non endémiques depuis plus de 15 ans, ils avaient près de 3 fois plus de risque de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Les patients immunodéprimés HIV positifs, 3 fois plus de chances de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum, et les femmes enceintes, 6 fois plus de risque de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Une autre étude, c'est plutôt une étude anglaise qui a été réalisée dans une unité de maladies infectieuses à Londres, au Royaume-Uni, entre 1996 et 2001. Et le but de cette étude, c'était de regarder quels étaient les facteurs de risque de développer un paludisme grave, une forme sévère de paludisme à Plasmodium falciparum. Eh bien, la particularité de cette étude, c'est qu'elle a montré que les patients qui étaient d'ethnie noire avaient significativement moins de risque de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Par contre, les patients asiatiques et les patients blancs avaient 8 fois plus de risque de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Il en ressort également que le seuil de parasitémie à au moins 2%, les patients avec au moins 2% de parasitémie avaient 5 fois plus de risque de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum, et le fait également d'avoir un taux de créatinémie anormal augmentait également le risque de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Cette étude, c'est une étude plutôt allemande, monocentrique, d'un hôpital universitaire de Berlin, et qui était réalisée ils ont analysé des données de cas de paludisme entre 2001 et 2015, et ils ont surtout regardé le lien entre les comorbidités cardiovasculaires, les facteurs de risque cardiovasculaire, maladies cardiovasculaires, le lien entre ces facteurs-là et le risque de développer un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Et il en ressort qu'on voit là que le fait d'avoir une maladie cardiovasculaire multiplie par 8 le risque de faire une forme grave de paludisme à Plasmodium falciparum. Pour les patients hypertendus, ils avaient 3 fois plus de chances de faire un paludisme grave à Plasmodium falciparum. Pour les patients ayant des antécédents de dyslipidémie, un risque multiplié par 6, et même pour les patients alcooliques chroniques, un risque également beaucoup plus important. Enfin, une étude française qui a été réalisée à Bichat. Elle a été réalisée à Bichat sur la période
ils ont regardé les dossiers de patients. C'était tous des patients qui étaient atteints de paludisme grave, tous des patients qui étaient hospitalisés en unité de soins intensifs entre 2004 et 2017. Et l'idée, c'était de comparer en deux périodes de prise en charge de ces patients. Ils ont défini deux périodes, notamment la période 2004-2012 et une autre période 2013-2017. On voulait déjà comparer la présentation clinique de ces patients atteints de paludisme grave et en ressortir également est-ce qu'il y avait les facteurs de risque de paludisme grave qui pouvaient en émaner. Et du coup, on voit, lorsqu'on compare ces deux périodes, 2004-2012 à 2013-2017, on se rend compte que les patients, le besoin de mise sous ventilation mécanique et le besoin de d'épuration extra-rénale, ou même encore le risque de mauvaise évolution de patients, étaient plus importants dans la période entre 2004-2012 par rapport à la période 2013-2017. Et lorsqu'ils ont regardé les facteurs de risque associés, plutôt la présentation clinique des patients des patients hospitalisés en unité de soins intensifs qui avaient un paludisme grave à Plasmodium falciparum, et bien, se sont rendus compte qu'il y avait toujours cette présentation clinique qui revenait et surtout, c'est-à-dire des patients avec une défaillance neurologique, une défaillance circulatoire, une défaillance rénale, un peu comme dans le cas clinique que je vous ai présenté. Ça, c'est un dernier rapport qui a été fait par l'OMS, publié en 2014, qui s'est concentré sur la présentation clinique des patients présentant un paludisme sévère à Plasmodium falciparum, et qui a comparé la présentation clinique entre les enfants et les adultes. Et on voit bien que chez les adultes, il y a toujours cette triade, cette présentation clinique qui revient dans le paludisme grave à Plasmodium falciparum, une défaillance neurologique, une défaillance circulatoire, une défaillance rénale. Merci de votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Merci pour ta présentation, Céline. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. C'était très clair. On a vraiment une question de notre côté. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon, c'était super. Merci. On va enchaîner sur Thomas, qui va nous parler de la gravité du paludisme. Je donne la parole, Thomas. Ok. Je partage mon écran, je pense. Est-ce que tu peux... Ouais. C'est bon. Vous voyez l'écran là? Je le vois. Ouais, je vois. Ok. Alors, il faut juste que je retrouve mon truc. Sur la droite. Alors, voilà. Donc, vous m'entendez bien? On t'entend bien. On entend super. Super. Donc, moi, je vais vous parler de l'aspect signe de gravité de l'accès palustre grave, du paludisme grave qu'on va devoir admettre en réanimation ou en soins continus. Donc, pour commencer, il y a des recommandations formalisées d'experts qui sont assez claires sur le sujet, qui ont été qui ont été publiées en 2018, il me semble, et donc qui regroupent tous les critères de gravité du paludisme grave. Donc, comme tu le disais, à Plasmodium falciparum le plus fréquemment et plus rarement avec les quatre autres espèces plasmodiales, qui regroupent globalement la défaillance neurologique, avec l'obnubilation, la confusion, le Glasgow inférieur à 11, plus ou moins des convulsions qui sont également possibles, la défaillance respiratoire, la nécessité de ventiler nos patients, soit par ventilation mécanique, soit par VNI, avec des rapports P sur F ou des degrés d'hypoxie qui nous sont donnés également par cette RFE.
des signes radiologiques également respiratoires qui peuvent apparaître. Une défaillance cardio-circulatoire avec un état de choc et de l'acidose avec un pH inférieur à 7,35, des bicarbonates bas et une hyperlactatémie également quand elle est supérieure à 2 mmol et a fortiori quand elle sera supérieure à 5 mmol. On a d'autres critères de gravité qui sont un peu moins pertinents, mais qui existent et qui nous sont quand même donnés par cette RFE, qui sont les hémorragies, les ictères, l'anémie, l'hypoglycémie, l'hyperparasitémie à 4% dans cette RFE, mais on y reviendra plus tard, et l'insuffisance rénale, comme tu nous le disais également, avec plus ou moins la nécessité de suppléer nos patients avec une dialyse. Les critères de gravité, ils sont un peu... il y en a qui sont décrits comme plus pertinents ou plus importants que d'autres. Et donc, les critères de gravité les plus pertinents qui nous sont donnés par cette RFE, c'est justement la défaillance neurologique, respiratoire, cardio-circulatoire, l'acidose ou l'hyperlactatémie. Les autres critères de gravité existent, sont là, sont des marqueurs de gravité qu'on peut facilement voir au tout début de la prise en charge, mais sont un peu moins corrélés avec justement le pronostic de nos patients. Plusieurs études ont été faites sur le sujet. Enfin, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Et donc là, j'ai décidé de vous parler un peu des choses qui sont un peu moins connues, puisque finalement, les critères de gravité que je vous ai cités juste avant, ils sont connus par pas mal de gens et surtout facilement accessibles. Mais on a 3 facteurs qui sont associés à la mortalité chez justement nos patients qu'on va admettre pour un accès palustre grave. Et sur une étude qui a été faite par l'équipe de Versailles en 2010, chez 400 adultes, ils ont mis en évidence 3 facteurs associés à la mortalité en analyse multivariée qui étaient l'âge, la profondeur de l'atteinte neurologique, donc le coma, le score de Glasgow inférieur à 11 et la parasitémie pour lesquels ils avaient un seuil, aux alentours de 15%. Ce n'est pas vraiment un seuil de 15%, mais c'était surtout l'augmentation de parasitémie par palier de 5%. Finalement, le seuil de parasitémie, il est assez débattu. On ne sait pas vraiment lequel prendre. Donc ça, c'est l'étude justement de 2010 de l'équipe de Versailles qui montrait donc avec ces petits P franchement significatifs que l'âge, le score de Glasgow et la parasitémie, lorsqu'elle augmente par palier de 5%, sont fortement associés à la mortalité de nos patients. Le seuil de parasitémie, comme je le disais, donc c'est largement débattu. Il y a pas mal d'auteurs qui considèrent que la parasitémie isolée supérieure à 4% ne fait pas partie des signes de gravité lorsqu'elle est justement isolée et donc ne classe pas notre accès palus comme grave s'il n'y a que ça comme critère de gravité. L'OMS en 2014, eux, ils avaient un seuil plutôt aux alentours de 10%. La RFE de 2018 avait décidé de garder le seuil à 4%, mais vraiment débattait ce seuil de parasitémie et justement commencer à parler d'un nouvel outil qui pouvait être l'HRP2, c'est un antigène qui, a priori, est un très bon reflet de la biomasse parasitaire, la biomasse circulante d'une part et séquestrée dans les capillaires d'autre part, qui permettent probablement d'avoir une meilleure pertinence que la parasitémie sur le pronostic de nos patients. Autres signes de gravité qui ont été mis en évidence par plein d'autres études en cours ou déjà publiées, c'est la CRP, la PCT, le récepteur soluble TREM1 qui est finalement un récepteur qui va être impliqué dans la production de toutes les cytokines pro-inflammatoires et l'albumine. Et sur ces signes de gravité qui n'en sont pas vraiment, hein, qui ne sont pas assez robustes pour faire partie, pour avoir leur place dans le tableau 1, justement, que je vous ai présenté des RFE au tout début. On a quand même pas mal de documentation scientifique et d'études qui ont été publiées. Et donc, cette étude, par toujours l'équipe de Versailles, qui publie pas mal sur le paludisme, l'équipe de Fabrice Brunel, qui a fait cette étude chez 295 patients. Ils avaient 140 palus simples et 155 palus graves. Et ils ont mis en évidence justement une différence significative dans la CRP, la PCT, l'albumine et justement ce récepteur soluble TREM1. Alors UM, ça voulait dire malaria non compliquée, complicated malaria. Et SM, c'était le palud grave, severe malaria. Et dans le severe malaria, il est divisé en deux parties,
Véricivir, VSM, et les un peu moins sévères, LSM. Et on voit sur justement cette partie de résultats de cette étude que la CRP, elle est statistiquement différente dans les groupes malaria non sévère que dans le groupe sévère, avec un petit p à 0,008. La PCT également largement significative, l'albumine largement significative et le récepteur soluble TREM1 également largement significatif. Une autre partie des résultats, justement sur l'albumine, on voit que les patients, plus ils vont être sévères, plus ils vont avoir une albuminémie qui va chuter, et ce de manière significative chez ces 295 patients. Sur le récepteur soluble TREM1, c'est l'inverse. Plus il sera présent, enfin plus il sera augmenté, plus on aura un patient très inflammatoire et plus on va avoir un accès palustre très grave. Sur la parasitémie et la HRP2, ils avaient fait également le travail justement, et ils avaient montré que ce soit la parasitémie ou la HRP2, ils étaient corrélés avec la sévérité de l'accès palustre. Sur la parasitémie, on avait en moyenne 0,5% de parasitémie chez les accès palustres simples, contre 8% chez les accès palustres sévères, et ce de manière significative. Et sur l'antigène HRP2, c'était globalement la même chose, très très significative en faveur, enfin justement, avec ça augmentait, plus ça c'était corrélé à de l'accès palustre très sévère. Sur la parasitémie et la HRP2, une autre partie des résultats sur les deux sous-groupes, les véricivir et les less sivir, mais tous ces deux groupes-là, c'est des accès palustres graves. On n'avait pas de différence significative sur la parasitémie et toujours une significativité sur la HRP2. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé probablement, enfin peut-être, d'une pertinence un peu meilleure de la HRP2 sur la corrélation avec la gravité de notre patient lorsqu'on le prend en charge initialement. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Vous avez des questions? Moi, je n'ai pas de questions, merci. C'était clair aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Excellent, Thomas. On va donner la parole à Victoria. Oui, je vais partager mon écran. Victoria va nous parler de l'orientation pour les traitements ambulatoires hospitaliers. Elle va aussi nous dire un mot sur la prévention. Du coup, vous voyez bien ma présentation? Oui, je vois bien. Ça vous convient et vous entendez bien aussi? On m'entend bien. Super. Donc, du coup, oui, moi, je suis Victoria Monda, je suis une des infectiologues du service de maladies infectieuses. Donc, pour commencer, je vais vous parler effectivement des déterminants de la prise en charge thérapeutique du patient, c'est-à-dire ambulatoire ou hospitalier. Donc, sur les données du CNR du paludisme, là, en France, si on regarde un petit peu les différentes présentations des accès palustres au retour de zones d'endémie, dans 85% des cas, ce sont des accès simples avec ou sans vomissement. Et dans 12% des cas, il y a des formes, des accès graves. Et les formes asymptomatiques ou découvertes fortuites représentent 1,3% des cas. Donc, bien évidemment, comme vous l'avez dit précédemment, toute fièvre au retour d'un pays en zone d'endémie doit faire réaliser en urgence un frottis sanguin goutte épaisse. Et le résultat doit être donné par le laboratoire en moins de 2 heures. Du coup, sur la riboisière, même si le laboratoire de parasitologie n'est pas sur la riboisière, il doit y avoir les microbiologistes qui lisent, que ce soit la nuit ou le week-end, vraiment le frottis et qui vous rendent le résultat en moins de 2 heures. Donc, ce frottis va permettre de faire le diagnostic de l'espèce. Donc, comme tu disais, Océane, au début, c'est vrai que c'est vraiment le Plasmodium falciparum qui est le plus fréquent et également à l'origine des formes graves. Et il peut aussi mettre en évidence des Plasmodium ovalés ou vivax,
Le plasmodium ovalé, il est présent exclusivement en Afrique subsaharienne. Le vivax, lui, est plutôt présent en Amérique du Sud, Amérique centrale et Asie du Sud-Est. Le plasmodium malariae, lui, pour le coup, fait également que des formes bénignes et il est beaucoup plus rare. Donc ça, c'est le résultat du coup de votre frottis, donc qui vous rend l'espèce, mais également la parasitémie, plus ou moins facteur de gravité, comme tu l'as dit, Thomas, précédemment. Donc, une fois que il faut bien savoir, et j'insiste, c'est vrai que même si le frottis sanguin goutte épaisse est négatif, il faut penser à le réitérer. Effectivement, toute fièvre autour d'un pays en zone d'endémie est interdite jusqu'à preuve du contraire. Il est souvent bien difficile du coup de trouver l'autre diagnostic, des arboviroses ou d'autres diagnostics. C'est souvent dur aux urgences en tout cas de faire le diagnostic. Donc, il ne faut pas hésiter quand même 12 heures après à réitérer le frottis pour ne pas passer à côté du diagnostic du paludisme. Et donc ensuite, si le paludisme est confirmé, eh bien, donc 6 signes de gravité, on appelle nos collègues réanimateurs, comme on a vu plus tôt. Et là, les deux questions qui vont se poser, c'est est-ce qu'il y a des vomissements ou pas, ce qui va conditionner la prise en charge thérapeutique, et évaluer le terrain pour, oui ou non, hospitaliser le patient. Donc, s'il n'y a pas de vomissement et que l'on peut se permettre de faire un traitement par voie orale, il va falloir que tous les critères soient réunis pour faire une prise en charge en ambulatoire. Critères, donc ça, je me suis basée sur les recommandations de la SPIF de 2017, mais qui globalement sont les mêmes retenues dans les différentes recos, qu'elles soient françaises ou internationales. Et donc, les critères qui doivent être retrouvés, ils doivent tous être présents. Ils sont cliniques et biologiques. Donc, clinique, c'est qu'il faut être certain du diagnostic, avoir un diagnostic parasitologique fiable posé par le frottis sanguin goutte épaisse. Il ne faut pas que ce soit une situation d'échec. Il ne faut pas que le patient revienne en vous disant j'ai déjà pris un traitement, ça n'a pas fonctionné. Là, très clairement, il faut garder le patient hospitalisé dans ce cas-là. Il faut qu'il n'y ait aucun signe clinique de gravité, comme dit plus haut. Donc, pas de troubles digestifs, notamment pas de vomissement. Il ne faut pas que le terrain soit à risque, donc il ne faut pas qu'il y ait un terrain de grossesse. Il ne faut pas qu'il y ait des facteurs de risque de gravité comme l'âge, une immunodépression sous-jacente, comme la patiente qu'on avait vue au début, une splénectomie, ou bien une pathologie sous-jacente autre, cardiologique, neurologique, rénale également, ou pulmonaire. Voilà, tout terrain à risque très clairement nécessite une hospitalisation. Et ensuite, il faut aussi que la compréhension du patient soit bonne et qu'il ne soit pas isolé. Ça, c'est vraiment important de le rechercher pour s'assurer une bonne réussite de notre prise en charge ambulatoire. Et concernant les critères biologiques, donc la parasitémie, on l'a dit, elle est, mais en tout cas, on dit qu'inférieure à 2%, c'est les critères qui sont retenus par la SPIF pour permettre une prise en charge en ambulatoire. Des plaquettes qui sont supérieures à 50 gigas par litre. Il faut que l'hémoglobine soit supérieure à 10 grammes et il faut que la créatinine soit inférieure à 150. Si l'ensemble de ces critères sont réunis, du coup, pour s'assurer de la bonne prise en charge en ambulatoire, il faut que la première dose de traitement, elle soit administrée dans le service des urgences ou bien en consultation, si le patient est vu en consultation sans rendez-vous ou bien à la polyclinique. Ça, c'est très important et il faut surveiller vraiment 2 heures après la prise de traitement qu'il n'y ait pas eu de vomissement. Pour s'assurer de la bonne prise des antipaludéens. Donc, il faut qu'il soit disponible en pharmacie, qu'il soit remis aux patients, s'assurer qu'ils partent avec ces comprimés pour ces 3 jours de prise. Il faut bien sûr bien s'assurer que le patient puisse revenir dans un secteur de soins dans les jours qui viennent. Et il faut que le suivi soit organisé avec à la fois une consultation médicale et une prise de sang à J3, J7 et J28. Donc, pourquoi c'est ce suivi? Donc, il va y avoir à la fois le suivi en consultation médicale J3, J7, J28 pour s'assurer que la prise des traitements a été bonne, qu'il n'y ait pas de nouveaux symptômes qui apparaissent. Et du coup, le frottis sanguin goutte épaisse, il est nécessaire également
À J3, il doit le diminuer de 25% pour la parasitémie et il doit être négatif à J7 et J28 pour s'assurer de la guérison. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour s'assurer de la bonne réussite de notre prise en charge ambulatoire. Et ensuite, le suivi aussi en consultation, il peut permettre de prévenir les rechutes lorsque les accès palustres sont à Plasmodium vivax et ovalé. Ce sont les deux espèces de Plasmodium qui peuvent donner du coup des reviviscences, des accès palustres qui peuvent du coup revenir et ils doivent être pris en charge par un traitement par la primaquine. Donc ça, ce sera prescrit lors du suivi à J3, J7, J20. Donc ça, c'est un petit peu le tableau qui résume tout ce qu'on vient de dire, à la fois sur les signes de gravité à rechercher, qu'il appelle plus ou moins du réanimateur, puis sur oui ou non la présence de vomissements, je détaillerai le traitement après, et sur les critères qui permettent oui ou non une prise en charge en ambulatoire et le suivi nécessaire. Donc, quel traitement mettons du coup si on réalise cette prise en charge en ambulatoire? Donc, c'est un traitement PEROS. Et ça, c'est le traitement que l'on peut donner, peu importe l'espèce, donc que ce soit Plasmodium falciparum, Vivax ovalé et Malariae. Là, les recommandations parfois peuvent un petit peu varier, mais globalement, là, ces derniers temps, il est vraiment acté, que ce soit en France ou au niveau international, qu'en première intention, peu importe l'espèce, il faut privilégier les dérivés de l'artémisinine. Donc, les dérivés de l'artémisinine, il y en a deux, c'est Riamet et Eurartésime, et c'est vraiment ceux à mettre en première intention. La malarone et la quinine Peros, elles sont à donner uniquement en deuxième intention, même si c'est des Vivax ou des ovalés. Du coup, là, je vous ai mis les posologies, donc ce sont des traitements courts sur 3 jours. La petite différence entre le Riamet et le Rartésine, c'est que pour le Riamet, il faut vraiment que ce soit pris lors d'un repas riche avec des corps gras pour que ce soit bien absorbé, alors que le Rartésine, c'est à prendre à jeun. La malarone, c'est au cours d'un repas. Donc, donc, très important, surveillance 2 heures après la première prise, s'assurer qu'il n'y ait pas de vomissement et qu'il y ait une bonne observance du traitement avant le retour à domicile. Les réflexes à avoir sur les dérivés de l'artémisinine, c'est qu'ils sont contre-indiqués au premier trimestre de la grossesse et en cas d'allaitement. Ils peuvent être donnés au 2e et au 3e trimestre, mais lorsque nous sommes au premier trimestre de la grossesse, il faut privilégier la malarone, la tovacone proguanil. Donc, on fait les bêta-HCG systématiques chez les femmes en âge de procréer. Et ça peut être à l'origine de troubles de conduction, d'allongement du QT. Donc, il est très important de faire un ECG préthérapeutique systématique et de bien supplémenter tous troubles ioniques, notamment les hypokaliémies, pour ne pas surajouter des facteurs de risque de troubles du rythme de conduction liés en plus aux ACT. Il y a des petits effets secondaires qui peuvent apparaître, donc des céphalées, des vertiges ou des troubles digestifs, mais qui sont en général assez faibles. Si du coup on a un accès palustre simple avec des vomissements, peu importe là encore l'espèce retrouvée, il faut hospitaliser. Donc le traitement l'antipaludien qui est recommandé, c'est la quinine par voie intraveineuse avec une dose de charge chez l'adulte du coup à 16 mg kg sur 4 heures. La quinine, elle est très poreuse d'hypoglycémie, donc il faut surveiller les AGT et la diluer dans du sérum glucosé. Et là encore, elle peut avoir des troubles, à faire des troubles du rythme. Donc, il y a des ECG, il y a une surveillance ECG qui est très importante à réaliser. À J3, s'il n'y a plus de vomissement, il faut tout de même faire un relais Peros. Il est possible ce relais Peros après au moins 3 perfusions et il est fait par des dérivés de l'artémisinine pendant 3 jours. Donc en première intention dérivés de l'artémisinine et sous contre-indication malarone, mais ACT en première intention. Et ça, il doit être fait de manière systématique. Donc l'accès palustre grave, dans ce cas, c'est toujours le Plasmodium falciparum qui est
qui est responsable de l'accès palustre grave. Donc, on en a déjà discuté, mais globalement, c'est une urgence thérapeutique. Enfin, tout paludisme est une urgence thérapeutique. Mais pour l'accès palustre grave, pour le coup, le transfert en USC ou en réanimation doit être fait de manière urgente. Et donc, c'est l'artésunate. Ça aussi, les recommandations s'accordent en France depuis 2017 et sur le plan international. C'est vraiment lui qui a sa place en première intention. Et donc, il est à débuter en urgence, là, que ce soit chez les adultes ou chez les femmes enceintes. Et donc, 2,4 mg/kg. Et ce sont 3 perfusions le premier jour, à H0, H12, H24, et puis une par jour. Les effets secondaires, c'est comme les ACT, il faut bien surveiller les ECG et il faut faire attention aux troubles ioniques. La seule contre-indication qui est retenue, c'est une allergie connue à l'artémisinine, donc vraiment, il faut vraiment le débuter, c'est le traitement de référence. Pareil, à J3, si il faut faire un relais, donc s'il n'y a plus de vomissement, mais bon, en gros, à J3, donc il faut réaliser un relais. En fait, l'artésunate, c'est le traitement de l'accès palustre grave, mais après, il va falloir traiter l'accès palustre, et donc dans ce cas-là, il faut faire un relais Péros de manière systématique, qui peut être fait après au moins 3 perfusions, et dans ce cas-là, encore une fois, c'est les dérivés de l'artémisinine qui doivent être utilisés en première intention, et un traitement complet de 3 jours. Voilà, charge thérapeutique ambulatoire ou en hospitalisation. Et donc, on m'avait demandé de faire un petit point sur la prévention et aussi sur la vaccination. Donc, il faut savoir que dans les cas importés d'accès palustre, dans 60, ça, ce sont des données qui avaient été récupérées par le CNR du paludisme, et dans 70% des cas, il n'y a pas de prophylaxie rapportée. Et lorsqu'elle est rapportée, donc 14% des cas, il n'est pas adapté à la zone où le patient est parti en voyage. Et dans 75% des cas, l'observance est imparfaite. Dans la moitié des cas, la prise elle est irrégulière, et dans l'autre moitié, elle est carrément arrêtée de manière prématurée. Et donc, ils avaient dosé, donc elle était indosable dans 70% des cas où elle était rapportée. Donc, globalement, il y a encore beaucoup à faire en consultation de voyage et en prévention du paludisme et plus largement des maladies au retour de pays tropicaux. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits échecs de la prophylaxie du paludisme. Donc, sur la prévention, donc là, je me suis basée sur les données du bulletin épidémiologique hebdomadaire, la dernière version, donc celle qui a été publiée il y a maintenant bientôt un an, en juin 2021. Donc, globalement, il y a 3 axes de la prévention qui ont fait leur preuve. C'est la protection personnelle antivectorielle qui doit être toujours réalisée. La chimioprophylaxie, elle sera prescrite au cas par cas en fonction de la destination et du terrain. Et après, il faut aussi juste informer et connaître le risque palustre, que le patient soit bien au courant, que le voyageur soit bien au courant, que toute fièvre au retour d'un pays en zone d'endémie est un palud jusqu'à preuve du contraire et qu'il doit consulter en urgence pour avoir un frottis sanguin ou TPS, c'est plus ou moins un traitement. Voilà, donc là, je vous ai remis la carte. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est le site Cluster-Leads dont nous, on se sert beaucoup. Et donc, vous pouvez en fait sélectionner le pays où voyage le patient et vous voyez quelles sont les pathologies à risque en fonction du pays. Donc, ça, c'est les pays où on peut retrouver du paludisme. Donc, pour le Plasmodium falciparum, c'est principalement en Afrique. Le Plasmodium vivax, il peut être trouvé en Amérique centrale et Amérique du Sud, et également Asie du Sud-Est. Et le Plasmodium ovale, pour le coup, lui, il est retrouvé qu'en Afrique. Donc, la protection personnelle antivectorielle, il y a 3 mesures qui ont fait leur preuve. La moustiquaire imprégnée du périclinoïde, et donc ça, il faut vraiment dire aux patients qu'ils doivent toujours en mettre une. Ensuite, il y a également la protection vestimentaire avec le port de vêtements imprégnés d'insecticides. Au mieux, il faut le mettre avant le départ et puis mettre des vêtements longs. Et les répulsifs cutanés, ils doivent être adaptés à l'âge
et au terrain. Dans les autres mesures de protection personnelle antivectorielle, donc en plus des 3 que je vous ai cités, il y a d'autres moyens qui restent à conseiller. Donc, les diffuseurs électriques d'insecticides, les raquettes électriques, le fait d'être dans des zones climatisées, les serpentins fumigènes. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut conseiller. En revanche, les moyens qui ne sont pas recommandés puisque l'efficacité n'a pas été démontrée, donc ils ne doivent pas être utilisés, sont les bracelets anti-insectes, les huiles essentielles et l'homéopathie, appareil sonore, ultrasons, bref, tout ça, c'est pas recommandé. Ces recommandations, vous les avez, elles sont très bien notées dans le bulletin épidémiologique de 2021. Si on s'intéresse du coup maintenant à la chimioprophylaxie, les recommandations ont tout de même un peu changé là, sur les dernières années. En réalité, le risque d'acquérir un paludisme il est 1000 fois supérieur, il est 1000 fois plus important lors d'un séjour en Afrique subsaharienne par rapport à un séjour en Asie ou en Amérique tropicale. Là, vous voyez les chiffres. Donc, tout ça a fait revoir un petit peu les indications de la chimioprophylaxie et on retient désormais qu'une chimioprophylaxie doit être prescrite uniquement lors des voyages en Afrique subsaharienne. En revanche, pour respecter la balance bénéfice-risque, elle n'est pas indiquée lors des voyages en Asie ou en Amérique tropicale. En effet, l'incidence des effets secondaires graves de la chimioprophylaxie sont à 1 sur 100 000. Donc, finalement, par rapport à un risque du paludisme à Plasmodium falciparum, donc le paludisme, l'espèce responsable des formes graves, qui est très rare du coup en Asie et en Amérique du Sud, désormais, on ne recommande plus la chimioprophylaxie dans ces pays-là. On ne la recommande qu'en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est le tableau qui résume un peu tout ça. Donc, chimioprophylaxie recommandée du coup en Afrique subsaharienne. En revanche, non recommandée en Amérique tropicale et Caraïbes et non recommandée en Asie du Sud et du Sud-Est. Ce qui peut être recommandé lors des voyages en Amérique tropicale et en Asie du Sud et Sud-Est, c'est le traitement de réserve lorsque on est dans des conditions isolées, c'est-à-dire éloignées de plus de 6 heures des centres de santé. Dans ce cas-là, et s'il y a un séjour supérieur à 7 jours, dans ce cas-là, on peut donner une ordonnance de traitement de réserve aux voyageurs en leur disant du coup de se procurer des dérivés de l'artémisinine avant de partir et de les prendre en cas de fièvre et de tout de suite après se rendre dans un centre de santé pour avoir un frottis gravité épaisse et plus ou moins un traitement du paludisme. Donc ça, c'est pour le traitement de réserve. Voilà, c'est à proposer au cas par cas lors des séjours en Amérique centrale, du Sud et Asie du Sud-Est. Si on s'intéresse là pour le coup à la chimioprophylaxie, non pas au traitement de réserve, les molécules de choix, c'est l'atobacone proguanil, donc la malarone, qui est désormais génériquée, donc qui coûte quand même un petit peu moins cher qu'auparavant, qui est plus ou moins bien tolérée, avec des signes digestifs quand même qui peuvent parfois faire arrêter le médicament par les voyageurs, qui est adapté notamment, principalement au séjour court. Elle est à poursuivre uniquement 7 jours après le retour. La doxycycline également, pour le coup, elle est très peu chère. La tolérance, il faut faire attention, donc elle est contre-indiquée chez la femme enceinte. Il faut faire attention parce qu'elle est photosensibilisante, donc ça faut bien prévenir les patients. Il y avait eu une alerte là de la SPIF disant qu'elle peut être moins recommandée car peut-être à risque de favoriser les résistances. Bon, en tout cas, on la prescrit quand même encore en chimioprophylaxie. Et après, l'autre, c'est la méfloquine, qui, elle, pour le coup, est très adaptée au séjour prolongé. C'est une prise seulement par semaine. En revanche, il faut la débuter 10 jours avant le départ parce que parfois, elle peut être mal tolérée, notamment sur le plan neurologique, avec des hallucinations, des troubles neuraux. Donc, on demande aux voyageurs de la prendre avant son départ en voyage, être sûr qu'ils la tolèrent bien. Et puis après, c'est 1 fois par semaine. Donc, un mot rapide juste sur la vaccination. Donc, ça, c'est un papier qui a été publié dans le New England en septembre 2021.
qui en gros a fait changer un petit peu les recommandations de l'OMS sur la vaccination des enfants à partir de 5 mois dans les pays en zone d'endémie, donc les pays principalement d'Afrique subsaharienne. Donc, c'était un essai contrôlé randomisé qui évaluait la vaccination. Donc, il y a plusieurs vaccins pour le paludisme. Il y en a une trentaine qui sont à l'essai. Et donc, celui-ci, là, le RTS-AF01E, c'est le seul qui est désormais recommandé par l'OMS. Donc, il est constitué d'une protéine recombinante et d'un adjuvant. Et donc, le dernier essai là, qui avait été publié, qui a fait changer les recommandations de l'OMS, c'était du coup un essai de non-infériorité par rapport à la protection personnelle antivectorielle associée à une chimioprophylaxie dans la prévention du paludisme simple, et un essai de supériorité de l'association du vaccin plus une protection personnelle antivectorielle avec chimioprophylaxie par rapport à l'un ou l'autre dans la prévention du paludisme. Donc, en gros, ça, ce sont les résultats. Donc, il y avait 3 groupes. Il y avait au total 6 000 enfants. Donc, les enfants étaient vaccinés à partir de 5 mois. Ils recevaient en tout 4 injections. Il y avait les 3 premières injections à 1 mois d'intervalle et puis une 4e injection entre 13 et 17 mois après la 3e. Donc, ils étaient randomisés, donc c'était en aveugle, hein, c'est-à-dire que même, c'était complètement en aveugle. Ils recevaient tous, du coup, soit des placebos de la chimioprophylaxie, soit des placebos de la vaccination. Donc, il y avait 3 groupes. Le groupe prophylaxie seul, donc qui lui recevait, qui avait des moustiquaires imprégnés d'insecticides et recevait une chimioprophylaxie et le placebo du vaccin. Le groupe vaccin seul, qui recevait donc le vaccin dont je vous ai parlé, et qui recevait une chimioprophylaxie en placebo, et le groupe combiné, donc l'association des 2 méthodes de prévention. Et donc, il y avait 304 événements pour 1000 personnes années. L'événement, c'était un accès palustre simple pour le groupe prophylaxie seul, versus 278 pour le groupe vaccin seul, et 113 événements, donc 113 accès palustres dans le groupe qui combinait les 2 méthodes de prévention. Vous voyez, du coup, là, les différents résultats. Donc, globalement, vraiment une diminution des accès palustres simples dans le groupe qui recevait les 2 formes de prévention. Donc, du coup, l'OMS, en octobre 2021, un mois après la publication du papier, a sorti cette recommandation et donc, du coup, d'indiquer ce vaccin pour la prévention du paludisme chez les patients vivant dans les régions où la transmission est modérée à forte, et du coup, l'administration des 4 doses aux enfants à partir de 5 mois. Globalement, cette vaccination, elle était réalisable, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une partie des études qui avait été notamment menée pendant la pandémie de la Covid, et que malgré tout, ils avaient réussi à bien réaliser cette vaccination. Il permettait du coup d'avoir accès à encore plus de patients, notamment à des patients qui n'avaient pas accès à la prophylaxie par moustiquaire ou bien par chimioprophylaxie. Et les données de ce programme ont montré que plus de 2 tiers des enfants des 3 pays qui ne dormaient pas sur du moustiquaire avaient pu bénéficier de ce vaccin. Et donc, tout ça prouvait du coup qu'il y avait vraiment une nette amélioration et une nette diminution des accès palustres simples chez les enfants qui, on sait, sont le plus à risque, et c'est la population chez laquelle il y a une mortalité la plus importante en Afrique du paludisme. Voilà, pour le coup, il y avait une innocuité qui avait été bien mise en valeur. Il n'y avait pas d'impact non plus sur les autres méthodes de prévention. Le fait qu'ils soient vaccinés n'empêchait pas l'accès aux moustiquaires ou à la chimioprophylaxie. Et par ailleurs, il était également, bien sûr, très rentable selon les différentes modélisations qui avaient été publiées. Voilà ce que je voulais vous dire sur la vaccination terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Excellent, Victoria. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions de notre côté. Hein. C'était super.
tout le pan de la maladie qu'on ne connaît pas du tout, nous, en réa. Et les points sur l'ambulatoire et tout ça, c'était top. Super. Tout à fait. Des questions? Je n'en vois pas sur le chat. Non, c'était très clair. OK. Donc, on va clôturer le staff. Merci beaucoup pour toutes ces présentations excellentes, très claires. On va essayer de retranscrire pour tous ceux qui n'ont pas pu être là. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci pour l'organisation. Merci. Merci. Merci beaucoup pour l'organisation. C'était très bien. Merci.